Pour commencer, et pour rappeler, Laure l'a montré, lors de la vinification, les besoins en oxygène sont relativement variables mais importants pour le vin. Et au fur et à mesure du temps, les besoins en oxygène du vin vont diminuer jusqu'à arriver à des quantités relativement minimes, voire presque nulles. Au moment de la mise en bouteille, les pratiques actuelles montrent qu'on a souvent des apports d'oxygène qui redeviennent relativement conséquents, qui n'ont pas forcément de logique avec les besoins du vin et qui peuvent être préjudiciables. Donc ça va être la première partie de mon intervention. Quelques rappels ici. Dans la bouteille, nous avons essentiellement 3 sources d'oxygène. La première, en bas, donc DO, l'oxygène dissous, donc qui est présent dans le vin, qui est dû aux différentes pratiques des opérations qui sont faites avant et pendant la mise en bouteille, notamment tout ce qui est mouvement des vins et du vin et contact avec l'air. Entre le vin et le bouchon, vous avez ce qu'on appelle l'espace de tête, donc, qui est ici intitulé HS, donc pour headspace en anglais. Et donc de l'oxygène va être emprisonné entre le vin et le bouchon dans cet espace. Et la troisième source d'oxygène, c'est l'oxygène qui va venir, qui va être délivré par l'obturateur, qui est ici schématisé par un bouchon, mais qui peut être aussi un autre obturateur. Ces 3 sources d'oxygène, il faut pouvoir les mesurer. Donc nous avons validé il y a quelques années et sélectionné un appareil pour mesurer l'oxygène que nous distribuons maintenant dans la filière, qui marche par luminescence et qui nous a permis surtout de séparer les capteurs du lecteur, et donc ces capteurs de pouvoir venir les coller dans des mirreurs, dans des bouteilles, dans des robinets de bag-in-box, là où on veut, et de faire des mesures non destructives. Ça nous a permis de mieux mesurer et ainsi de mieux comprendre ce qui se passait dans le vin. Nous avons essentiellement mesuré des apports d'oxygène à l'embouteillage. Vous voyez que les apports peuvent être importants. En bleu, vous avez l'oxygène dissous dans la bouteille et en rouge, l'oxygène de l'espace de tête. Premier élément, l'oxygène de l'espace de tête, même si c'est un volume relativement petit dans la bouteille, peut contenir autant d'oxygène que l'oxygène que l'on peut mesurer dans le vin. Pourquoi? Parce que la solubilité de l'oxygène dans le vin est relativement faible. Pour exemple, dans 1 litre de vin, on a saturation entre 8 et 9 mg d'oxygène. Dans 1 litre d'air, vous avez pratiquement 300 mg d'oxygène. Ici, la médiane européenne de ces mesures, qui est aussi la même en France, est autour de 3 mg par litre d'oxygène total dans la bouteille, ce qui est relativement conséquent. Nous recommandons, nous, chez Nomacork, d'être en dessous de 2 mg, voire pour les vins à faible teneur en sulfite ou voire non sulfités, d'être inférieur à 1. Grâce à ces mesures, nous avons pu derrière comprendre et déterminer par rapport à des quantités précises d'oxygène mesurées l'impact sur le vin. Ici, c'est l'impact sur le CO2. Donc on voit qu'à différents niveaux d'oxygène dans la bouteille, on va avoir des pertes proportionnelles, notamment en SO2 libre et total. Ce qui nous a aussi permis de montrer que pour 1 mg, enfin dans le vin en tout cas, pas forcément dans les mous, dans le vin, pour 1 mg d'oxygène apporté, vous allez consommer environ 2,5 mg de SO2 libre. La théorie est normalement 4, mais il y a d'autres réactions qui se passent dans le vin en termes d'oxydation. Et donc l'oxygène va attaquer le SO2 qui va avoir son rôle antioxydant, mais il y a aussi d'autres molécules qui vont être impactées, comme les arômes ou les polyphénols, qui vont avoir des impacts sur le profil sensoriel du vin. Ici, pour illustrer mon propos, vous avez un résultat de dégustation d'un vin qui a été fait en partenariat avec l'IFV. C'est un chardonnay sans soufre qui a été mis à 2 niveaux d'oxygène différents à la mise en bouteille, donc 3 mg par litre environ, qui est la moyenne européenne, enfin la médiane européenne comme je vous l'ai montré, et une mise maîtrisée à 0,5 mg par litre de TPO. On voit qu'au bout de 4 mois, si on a des mises qui sont des mises relativement standards dans la filière, avec des vins qui ne sont pas protégés par le SO2, on a rapidement des gros problèmes d'oxydation avec des vins qui sont totalement oxydés. Alors qu'en maîtrisant bien la mise, vous avez des vins qui
on va dire, garde un profil sensoriel normal pour un vin en bouteille. Dès que la mise en bouteille est maîtrisée, on peut s'amuser ou regarder un peu l'impact des perméabilités des obturateurs sur l'évolution du vin. Chez Nomacork, nous avons mis sur le marché une gamme de bouchons qui s'appelle la gamme Select Series, qui a 4 perméabilités d'oxygène au même prix, et donc il a fallu pouvoir donner aux viticulteurs ou aux vinificateurs des outils d'aide à la décision pour choisir, en fonction de son profil de vin, quelle était la perméabilité la plus adaptée. C'est pour ça qu'on a commencé à mener en France, notamment avec l'IFV, des programmes sur l'évolution du vin avec ces différents bouchons, en sélectionnant différentes matières premières, différents types de vinification, et avec en commun une mise maîtrisée. Donc on a utilisé la force multirégionale de l'IFV pour avoir justement des vins qui sont représentatifs de toutes les régions, et d'étudier l'évolution de ces vins en fonction des perméabilités mises avec les bouchons. Nous avons aussi étudié le comportement d'un bouchon spécifique dont j'ai parlé dans la diapositive d'après. Donc tout ça pour pouvoir enrichir et améliorer les outils prédictifs d'aide à la décision pour choisir la bonne perméabilité. Ici, vous voyez les entrées d'oxygène par les 4 bouchons de la gamme Select, et vous voyez le comportement singulier du Select 100 qui, vous voyez au départ, n'a pas de désorption. Pourquoi? Parce que ce bouchon, nos bouchons sont produits avec du CO2 chez nous, et nous maintenons après production ces bouchons sous gaz neutre, notamment sous azote, pour éviter que les bouchons reprennent de l'oxygène en leur sein, pour éviter cette phase au départ de désorption qui peut apporter beaucoup d'oxygène. Vous le voyez sur les courbes ici, beaucoup plus au départ qu'après, notamment à un moment qui est le moment de la mise en bouteille où on a déjà fait des apports d'oxygène qui pouvaient être conséquents. Donc, le profil particulier de ce bouchon est relativement intéressant en ce sens, et pour éviter des possibles réductions, il apporte après derrière de l'oxygène. Pour illustrer tous ces programmes de recherche, j'en ai sélectionné un qui va bien avec la suite de la présentation de l'or. Donc le programme qui s'est fait au Centre des Rosés sur des vins rosés avec 4 différents cépages, on va dire les 4 plus utilisés pour faire des vins rosés en Provence, un Grenache, Cinsault, Mourvèdre et une Syrah qui était mis là en assemblage, avec 2 itinéraires de vinification, avec un SO2 ou un sulfitage normal et un sulfitage relativement faible. Et derrière, 2 obturateurs, nos 2 obturateurs avec les perméabilités les plus faibles, parce que c'est des produits qui sont relativement sensibles. Pour rappel, je ne l'ai pas dit avant, finalement, la différence entre le Select 100 et le Select 300 va se faire juste sur la désorption du début, donc va être de l'ordre de 1 voire 1,5 mg d'oxygène par litre de vin. Tout ça mis en bouteille de manière maîtrisée avec un TPO autour de 1 ou inférieur à 1 et un stockage à 12 degrés. On a pu montrer au bout d'1 an que les vins vont répondre différemment avec des profils sensoriels différents. Et surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est le côté vert, c'est-à-dire grosso modo la préférence sensorielle, c'est-à-dire que les vins qui ont montré les meilleures caractéristiques sensorielles, qui étaient différentes en fonction des cépages par rapport à la perméabilité. Ici, vous avez finalement le Mourvèdre dans la Syrah qui s'accommodait relativement bien d'un faible apport d'oxygène en bouteille, ce qui n'est pas forcément le cas sur les étapes préfermentaires. Et les Grenache et Cinsault qui avaient tendance à montrer des profils plus flatteurs avec un apport d'oxygène un peu plus important. Notamment le Cinsault ici avec le Select 100 et le peu d'apport, on avait des réductions qui commençaient à apparaître, ce qui n'était pas forcément recherché. C'est bien de montrer des différences avec des experts de la dégustation. Ces vins ont été aussi passés en test consommateur pour voir si les consommateurs lambda, on va dire, étaient capables aussi de voir des différences. Donc là, sur un test consommateur relativement petit, qui portait sur un peu plus de 50 consommateurs, totalement no-fit
en termes de dégustation. On a pu montrer sur un test triangulaire que les gens étaient capables de différencier les vins qui avaient eu plus ou moins d'oxygène à travers l'obturateur, et ça de manière significative. Par contre, au niveau des préférences, on n'a pas pu montrer, ici c'est pas sur l'échantillon, les différences de pourcentage à droite ne sont pas suffisantes, on n'a pas pu montrer de préférences notables pour ces vins, et voire même la tendance était plutôt sur un vin select, enfin sur la perméabilité la plus forte, le Select 300, alors qu'on l'a vu dans la diapositive d'avant, la préférence au niveau du profil sensoriel était plutôt sur le Select 100. Ça peut venir du fait que justement les consommateurs voient des vins aujourd'hui qui ont des mises qui ne sont pas forcément maîtrisées, des bouchons qui sont aussi peut-être pas forcément toujours maîtrisés et qui ont peut-être plus l'habitude de boire des vins rosés qui ont un aspect évolutif, pour ne pas parler d'oxydation, mais un aspect évolutif un peu plus fort et qui sont plus habitués à boire ce type de vin. Voilà. Toutes ces études nous ont permis en interne de pouvoir mettre en place le Noma Selector, qui permet à travers une vingtaine de questions, grosso modo, sur la vinification, les habitudes de sulfitage, les habitudes de mise en bouteille, etc., de pouvoir préconiser la meilleure perméabilité sur le vin choisi. Voilà, donc tout ça a été alimenté notamment par le partenariat fait avec l'IFV, mais aussi d'autres partenariats en Europe avec d'autres instituts du vin. La conclusion de tout ce que je viens de dire, les 3 sources d'oxygène dans la bouteille qui sont importantes à retenir, et surtout, avant de parler vieillissement du vin avec un obturateur, on va dire, fonctionnalisé, il faut surtout d'abord maîtriser l'embouteillage qui est le plus gros vecteur d'apport d'oxygène dans la bouteille. Je vous remercie.